Le président Bédié a réduit la dette de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, lorsqu'il prend le pays, nous avions une dette de près de 9 000 milliards. Lorsqu'il part avec le coup d'État, on se retrouve avec une dette de près de 6 000 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Bédié, il vient, il prend le pays, mais il réduit la dette de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, lui, il prend le pays, on annule la dette, mais au contraire, il nous laisse une dette de près de 30 000 milliards. Tu vois, donc ce n'est pas le même level. Au-delà de ça, moi, je voudrais dire quelque chose rapidement. Denguele, s'il te plaît, tu vas faire... Oh, Denguele. Non, il a dit, il nous laisse. Tu peux te calmer, Denguele. Voilà. Denguele, ça ne serait pas facile de faire. On n'a qu'à se calmer. Laisse, il n'a qu'à finir. Bon, vas-y. Alors, j'ai comme l'impression que... Bon, bref, je n'ai pas interprété ce comportement-là. Alors, je vais faire jouer rapidement quelque chose. Pays pauvre, très endetté, c'est désormais un acquis pour la Côte d'Ivoire. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le pays? Qu'est-ce que le pays gagne et que veut dire être admis à l'initiative PPTE? Des éléments de réponse dans cette analyse signée Noël Gagnon. Initiative dite PPTE, la Côte d'Ivoire est admise depuis ce mardi 26 juin. Mais au fait, que gagne-t-elle? Le directeur des opérations de la Banque mondiale à Abidjan soulignait les retombées de l'admission à l'initiative dite PPTE. Le service de la dette en Côte d'Ivoire, c'est un quart du budget. C'est un quart du budget, c'est-à-dire c'est 500 milliards par an. Imaginez ce qu'on peut faire avec ces 500 milliards par an en termes d'écoles, en termes de centres de santé, en termes de kilomètres de routes bitumées, en termes de voiries urbaines, d'électrification rurale, en termes de modernisation des infrastructures. Imaginez ce qu'on peut faire avec ça. Donc c'est ça le PPTE. En clair, il ne s'agit pas de recevoir de l'argent de bailleurs de fonds. Le service de la dette ivoirienne, environ 500 milliards de francs CFA, comme indiqué, serviront à des investissements dans les infrastructures socio-économiques de base pour respecter l'esprit de l'initiative. En 1994. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, on a écouté tout à l'heure le représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire qui a donc parlé de l'initiative PPTE. Vous voyez? Donc, tout ce que aujourd'hui le RAGP vante là, c'est des choses qui avaient été déjà planifiées au niveau de la Banque mondiale par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le renforcement, le financement des infrastructures. Donc, quand vous venez, et puis ils ont même dit les infrastructures sociaux de base, ça a été dit dans le reportage de la RTI, hein, avec justement le représentant de la Banque mondiale, tout simplement pour dire que la dette représentait un quart de notre budget. Finalement, cette dette-là étant annulée, elle doit être réinvestie donc dans l'économie, donc à travers donc la matérialisation, la réalisation d'infrastructures. Donc, ça veut dire peu importe le président qui allait être là en 2010, mais ce président-là allait bénéficier des retombées du PPTE. Donc, tous les chiffres que vous vantez ça et là, on a construit ceci, on a construit cela, là, c'est tout à fait normal. C'est dans l'ordre normal des choses, c'est ce que je voudrais dire. Mais là où, finalement, on vous attendait, c'est de faire mieux que ce qui nous est proposé. Je vais vous donner un exemple assez factuel. Récemment, je veux dire, celui qui est chargé de la Cour des comptes, là, le président de la Cour des comptes plutôt, au niveau de l'Assemblée nationale, a indiqué par exemple que au niveau par exemple depuis 2022, hein, si je ne me trompe pas, il aurait dû exister un plan de rationalisation qui allait permettre à la Côte d'Ivoire justement de pouvoir donc bénéficier, je crois, de 134 milliards de francs CFA. Donc si on prend 2022 jusqu'à 2024, sur 2 ans déjà, je pense que ça fait plus de 200 et quelques milliards que la Côte d'Ivoire devait peut-être récupérer par ce plan de rationalisation des exonérations fiscales. Ce qui n'a pas été fait. Donc ça veut dire en réalité, la Côte d'Ivoire a perdu quasiment près de 200 et quelques milliards en 2 ans. L'argent qui aurait pu être récupéré pour être réinvesti, par exemple, 200 et quelques milliards, ça pouvait construire 3 CHR au moins encore de plus. Ça pouvait construire une route, ça pouvait construire des écoles, ça pouvait construire un certain nombre d'infrastructures, tout simplement. Donc, vous voyez que... Madame Rose. Alors, ça pouvait construire pas mal de choses. Mais vous voyez, par la médiocrité du RAGP, finalement, je veux dire, ça n'a pas pu être mis en œuvre. Et il y a plein d'éléments comme ça qui montrent la mauvaise gestion du RAGP. C'est-à-dire là où on doit peut-être... Sans oublier les détournements d'argent. Je ne suis même pas encore arrivé sur ce point. Sans compter justement les multiples scandales en matière de détournement de fonds, etc., au niveau du RAGP. Mais ça même, je mets ça de côté. Mais le RAGP est incapable
de réduire la cherté de la vie, de lutter contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Récemment, il y a une association des consommateurs qui a indiqué que malgré toutes les mesures prises par le gouvernement, les prix sur les marchés se sont multipliés par 2. Donc ça veut dire qu'en réalité, vous êtes incapable de produire des résultats. Concernant l'augmentation de l'électricité, etc., des factures d'électricité, quand est-ce que ces augmentations vont prendre fin? On n'a aucune visibilité. C'est sur ces terrains qu'on vous attend. Concernant la question des logements sociaux, où sont ces logements sociaux qui ont été promis aux Ivoiriens? Donc, pour dire tout simplement que tout n'a pas été parfait, vous avez échoué lamentablement au niveau de la gestion des services publics, de tout ce qui est finances publiques, gestion de nos sociétés d'État, etc. et tout ça. Mais vraiment, il y a des malversations partout, c'est le désordre. Donc, on a besoin aujourd'hui des personnes qui vont venir reprendre ce pays-là et puis remettre les choses en place, qui vont vraiment mettre la population au cœur de la gouvernance. Kevin, il faut rajouter l'état civil ivoirien, les passeports ivoiriens qui sont bradés. Il faut rajouter tout ça. On doit parler. Non, mais je ne peux pas en une minute, mon frère. Tu as fini là maintenant, là. Non, je vais chuter. Tu vas chuter. Je chute en une minute. Pour dire qu'au fait, je peux pas tout dire parce que le temps même imparti est peu. Mais ce que je pourrais dire, c'est que le RAGP a échoué sur beaucoup de choses. Il y a M. Jean-Luc Bion, par exemple, qui indiquait dans un article en 2024, là, si je ne me trompe pas, que par exemple 20% de toutes les personnes admises aux urgences du CHU de Cocody décèdent. Donc ça montre encore un problème même quant à la formation de nos médecins, etc. Donc il y a beaucoup de choses vraiment qu'on peut mettre sur la table qui montrent que le RAGP a échoué, tout simplement. Moi je dis simplement, on aurait pu faire mieux que ce qui nous est proposé. C'est un travail médiocre. Nous, au PDCI, on ne se contente pas de ce qui est médiocre. On se contente de l'excellence. Tout simplement. Donc, bon, Kevin, il faut penser à ceux qui t'écoutent aussi. Hein. Il faut penser à donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas oui, s'il y a effectivement. Kevin, en tant qu'un intellectuel comme toi, c'est quand même déplorable. Bon, je pense que Denguele, d'une part, il a raison aussi, hein, parce que quand on a des étudiants qui n'ont pas peut-être vécu l'histoire de leur pays, bon, voilà ce que ça donne. Hein. Tout à l'heure, tu as dit dévaluation. Comme si la dévaluation, tu dis, c'était l'échec du président Ouattara. Bon, je me demande, tu es dans quel monde? La dévaluation qui est arrivée, je vais te poser la question. Hein. C'était pour la Côte d'Ivoire? C'était pour la Côte d'Ivoire? La dévaluation n'était pas pour la Côte d'Ivoire. Non, réponds à ma question, il ne faut pas développer, réponds rapidement. Sans la Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas avoir de dévaluation. Réponds rapidement. La dévaluation, là, c'était pour la Côte d'Ivoire? Je dis sans la décision de la Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas avoir de dévaluation. Parce que la Côte d'Ivoire, elle, c'est 40%. C'est Justin qui a ouvert son micro. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est 40%. Mais c'est ce que je dis. Je dis, sans la Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas avoir d'évaluation. Parce que la Côte d'Ivoire représente à elle seule 40% en fait, du poids économique de l'UEMOA. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Et Kevin, la dévaluation, c'était en quelle année en Côte d'Ivoire? 94. 94, qui était au pouvoir? Henri Konan Bédié. Très bien. Ayédé, allez-y. C'est ça que je voulais entendre de toi seulement. Merci beaucoup. Merci. C'est la conséquence de l'échec. Non, je n'ai pas besoin de développer. C'est la conséquence de l'échec. Je n'ai pas besoin que tu développes. Dégueulé, toi aussi, il faut te calmer, s'il te plaît. Tiens, Kevin, calme-toi. Ok, j'ai écouté ta litanie d'alignement des choses. D'abord, je vais d'abord te recadrer sur un certain nombre de choses. Quand on veut faire un bilan, là, il faut que, j'espère hein, que d'ici les élections, tu vas un peu structurer tout ce que tu as dit là, parce que il y a un peu de... Ça va dans tous les sens. Et je pense que si c'est ça là, vous allez prendre pour venir au débat là. Nous, on est déjà contents, parce qu'on va vous écraser. Regarde par exemple, quand tu parles d'électrification. Oui, Bédié a fait le maillage, il avait prévu, il a électrifié des villages, mais ça veut rien dire. Moi, je vais te donner des éléments ponctuels pour que tu vois la différence. Regarde, quand le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, en 2011, le taux d'électrification en Côte d'Ivoire était de 33%. 33% depuis l'indépendance. 33%. Tu vois, non? Ça, c'est factuel. Et puis aujourd'hui, là, le même taux d'électrification, je te le donne à fin 2023. Pour que tu vois un peu ce qui s'est passé. 2011, 33%. Je vais donner la source. Hein. C'est-à-dire, je te donne la source. Tu peux vérifier. Ça, c'est des données qui sont là. Tu vas au ministère de l'Énergie. Tu auras toutes les statistiques sur l'électrification de la Côte d'Ivoire. Et tu pourras même les voir depuis l'indépendance, parce qu'aujourd'hui, c'est des données qui sont là, qui sont visibles. Je répète, 2011, 33%. Le même taux, fin 2023, 86%. Voilà, 86%.
L'objectif d'ici 2030, c'est 100%. C'est clair. Et aujourd'hui même, si tu écoutes un peu ce que le ministre a dit, on pense qu'on va même pas attendre 2030 pour pouvoir arriver au 100%. Et les fixations de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'en termes de bilan, là, c'est la même chose. Tu as cité, on a fait 50 km ici, on a fait, mais tu vois, ça dit cette façon de présenter les choses, j'ai souri, ça me fait toujours sourire. Tu as parlé de, moi, je vais donner quelques chiffres encore, hein, si tu veux. Je vais par exemple te parler des classes qui ont été construites, hein, de 2012 à 2023. Je te dis, de 2012 à 2023, il y a eu près de 44 000 classes qui ont été construites sous le président Alassane Ouattara. Je peux te parler du taux de scolarisation, et puis même je peux te parler aussi au niveau de la santé. Je peux te parler aujourd'hui d'un ratio qu'on utilise, qui est quand même combien de centres de santé on a à moins de 5 km des populations. C'est-à-dire que ce ratio-là, on le connaît, on sait ce qu'il était. On sait ce qu'il était en 2012. Et on sait ce qu'il est aujourd'hui. Je veux dire qu'aujourd'hui, là, s'il vous plaît, il faut que vous structurez vos affaires, là. Hein, parce que si c'est vraiment pour nous sortir des choses comme ça, là, ça va nous faire plaisir, parce qu'on va profiter pour bien vous écraser. Parce que ce bilan-là, c'est pas comme ça qu'il faut le présenter. Alors, je pense que Côte d'Ivoire t'a rattrapé sur cette histoire d'évaluation. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, venir sur un panel et puis venir faire croire auprès de 800 personnes qui nous écoutent que c'est de la faute au président Alassane Ouattara s'il y a eu la dévaluation, parce que justement, la Côte d'Ivoire représente 40% de l'UEMOA. Oui, ça, je te le concède. Mais, monsieur, dans la zone CFA, là, il y a combien de pays en tout, au fond? Parce qu'en fait, tu oublies qu'en réalité, il y a 2 zones. La dévaluation n'a pas concerné que la BCEAO, monsieur. Ça a concerné également la CEMAC. Là-bas, il y a 6 pays. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui dirige ce qui se passe au niveau de la CEMAC? En réalité, il va falloir que tu fasses un peu plus de recherche, parce que je vais t'aider un peu. Hein? Pour ce qui concerne la dévaluation, là, ok, tu verras, il y a un certain nombre de rapports. Tu verras la position, par exemple, des institutions de Bretton Woods. Tu verras la position de la France. Il y a des rapports qui existent, qui montrent un peu l'état de la zone franc, les recommandations que les institutions de la banque de Bretton Woods ont faites et qui ont finalement abouti à cette dévaluation. Il y a une flopée de documentation qui existe. S'il te plaît, je t'invite à faire un petit effort. Je te connais, hein, tu es un gars bien, tu aimes bien aller chercher, je te vois faire passer des vidéos ici et là, même souvent même si c'est des vidéos qui sont complètement sorties de leur contexte. Mais je veux que tu fasses cet effort-là. Il faut que tu structures un peu plus le débat, parce que ça sera très passionnant. On n'a que 10 mois, tous pour se préparer. Ok, donc moi je donne juste quelques petits tuyaux. Parce que jusqu'à présent, ce que tu donnes comme élément là, ces accusations qui sont ça, qui me font. En fait, tu es juriste, hein, tu sais comment ça fonctionne. J'ai bien aimé que tu n'as pas voulu suivre Sergo tête baissée, parce que tu es juriste et tu sais comment ça fonctionne.